Comment vous dire? Le fait est que nous allons sauver l'Amérique. Mais quand exactement pensez-vous nous rendre tous heureux? La série Fallout d'Amazon est avant tout une adaptation du jeu culte du même nom. Dès ce stade, on peut se demander si la série offre vraiment une profondeur ou un sous-texte sérieux. Les films et séries tirés de jeux vidéo sont souvent légers, racontant juste une histoire dans l'univers du jeu avec beaucoup de fanservice. C'est fréquent. Heureusement, Jonathan Nolan a participé à Fallout. Il est le frère de Christopher Nolan. Scénariste, Jonathan a travaillé sur Le Prestige, The Dark Knight et Interstellar. Même Memento, premier film de Christopher Nolan, est adapté d'une nouvelle de Jonathan Nolan. C'est pourquoi on ne peut pas qualifier la série de superficielle, et on peut vraiment y trouver beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et philosopher. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter du personnage par lequel toute l'intrigue commence, Lucy McLean. Je m'appelle Lucy McLean et j'essaie de contribuer au bien-être de notre communauté. Quelle réflexion son image suscite-t-elle ? Je vais vous montrer comment son histoire peut soudainement nous mener directement à Platon et Nietzsche. Comment interpréter la réplique du ghoul à Lucy, Lucy ? Qu'est-ce que c'est? Je suis toi, ma chère. Attends un peu et tu verras. L'intrigue de Lucy McLean fonctionne simultanément sur 3 niveaux. Une histoire humaine classique avec motivation et conflit clairs, un parcours de jeu familier pour les fans de Fallout et une réflexion philosophique intégrée à l'intrigue. Commençons par le plus simple, la dramaturgie du personnage. Lucy McLean, originaire de l'abri 33, a grandi dans un microcosme isolé et confortable après l'apocalypse nucléaire. Son enfance et sa jeunesse se sont déroulées sous terre, où chaque habitant bénéficiait de sécurité, de confort et d'une éducation. Pendant mon temps libre, j'adore me promener avec mon père pendant que nous regardons des films, travailler au jardin aussi avec lui et discuter des livres lus avec ma famille. C'est pourquoi elle a intégré en elle les idéaux de la soi-disant règle d'or. Traiter les autres comme tu voudrais qu'on te traite. Elle croit vraiment à l'intégrité, l'entraide et la justice. Comme l'a souligné Jonathan Nolan, le showrunner, de nombreuses vertus enseignées dans les abris sont un luxe réservé à ceux qui n'ont jamais eu faim et ont toujours pu partager. L'abri 33 est organisé selon le principe de la méritocratie. On vous a inculqué l'idée de la méritocratie où chacun est fier de sa droiture. La méritocratie est un système où la place d'une personne dépend de ses mérites, capacités et contributions, et non de son origine ou de ses relations. Le mot lui-même vient du latin meritus, digne. Il est intéressant de noter que dans la langue anglaise, la racine est restée presque inchangée. Mérite signifie mérite. Derrière Lucy, on voit littéralement une affiche avec l'inscription « According to the merit », c'est-à-dire selon leur mérite. Au début de la série, elle se prépare à un mariage arrangé avec Monty, un jeune du refuge voisin numéro 32. Je demande à participer à l'échange avec le refuge 32, organisé tous les 3 ans. Le conseil du refuge approuve rapidement le mariage et rien ne laisse présager de problème. Mais dès la nuit de noces, la vie paisible s'effondre. Le refuge 33 est attaqué et son père est enlevé. Papa! C'est pourquoi, malgré sa peur, elle décide de quitter les murs familiers pour sauver son père, et c'est là qu'elle se confronte à la dure réalité. L'un des principaux vecteurs de cette nouvelle morale devient Cooper Govar, également connu sous le nom de Ghoul. La dramaturgie de son personnage repose sur l'opposition entre les valeurs du monde post-apocalyptique et la vision d'une personne ayant grandi dans des conditions presque stériles. Je ne veux pas te décevoir, mais t'as grandi dans un monde imaginaire. Comme vous pouvez le voir, à ce niveau, l'histoire de Lucy fonctionne comme un drame tout à fait simple et compréhensible pour n'importe quel spectateur, même pour celui qui n'a jamais joué au jeu Fallout. Mais pour les fans du jeu, il y a ici un second niveau de lecture. Le parcours de Lucy donne l'impression que la série reproduit pas à pas la logique même du jeu, car tout ce qui se passe rappelle une suite de quêtes. Jugez par vous-même, la quête principale est la recherche du père. Je ramènerai mon père. Quête secondaire, rejoindre la ville et parler aux marchands.
Je suis justement à la recherche d'une criminelle. Tu es vraiment sorti de la cachette? Rapportait la tête du scientifique. Si vous m'emmenez chez Moldaver... S'échapper de la captivité où Gould la vend pour ses organes. Comprendre ce qui se passe dans l'abri 4. Salut, j'ai décidé de te saluer, bienvenue dans l'abri 4. Et s'en sortir ainsi de suite. Mais Fallout ne se limite pas à cela. Pour ceux qui aiment chercher des significations cachées et se livrer à des réflexions philosophiques, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes ici. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu la scène avec Lucie sortant de l'abri et se protégeant de la lumière vive avec sa main, c'est la caverne de Platon. Pour ceux qui l'ont oubliée ou ne la connaissant pas, j'en rappelle brièvement l'essentiel. Le philosophe grec Platon imagine des prisonniers enchaînés dans une caverne, dos à l'entrée, incapables de voir ce qui se passe dehors dans le monde réel. Parfois, à l'entrée de la caverne, des personnes, des animaux et divers objets passent, projetant des ombres sur le mur devant les yeux des prisonniers. Ces ombres sont la seule chose que ces personnes aient jamais vue. C'est pourquoi ils les considèrent comme la véritable réalité, et toute leur conception du monde extérieur est basée sur ces ombres. À un moment, l'un d'eux est libéré et emmené dehors. La lumière l'éblouit. Le monde extérieur lui paraît effrayant et inconnu, mais peu à peu ses yeux s'habituent et il commence à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Lucy McLean, ayant toujours vécu dans un bunker, incarne une version moderne de cette parabole. Elle ne connaissait l'extérieur que par les manuels et croyait que tout ce qu'on lui avait dit était la réalité. Mais en sortant à l'extérieur, elle est littéralement aveuglée par la lumière et se confronte au monde réel, prenant peu à peu conscience que tout ce qu'elle savait auparavant n'était que des ombres sur le mur, n'ayant qu'un lointain rapport avec la vérité. Je ne veux pas te décevoir, ma chérie, mais tu as grandi dans un monde imaginaire. Je suis au courant. Pour Platon, l'allégorie de la caverne était une critique du sensualisme, c'est-à-dire l'idée que la connaissance naît de l'expérience sensorielle, de ce que nous voyons, entendons et ressentons. Platon pensait que les organes des sens ne nous donnent pas la vérité, mais seulement des images déformées de celles-ci. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais leurs manifestations extérieures, des ombres. Cependant, l'allégorie de la caverne de Platon n'explique que le début du chemin. Mais que se passe-t-il avec l'homme et sa morale après qu'il ait quitté le bunker? C'est précisément à cet endroit que la philosophie de Platon cède soudainement la place à Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche écrivait « Celui qui lutte contre des monstres doit prendre garde de ne pas devenir lui-même un monstre. Et si tu regardes longtemps dans l'abîme commence à regarder en toi. » C'est une citation du livre de Friedrich Nietzsche. Et par-delà le bien et le mal, lutter contre le mal ne passe jamais sans laisser de traces. Un homme peut débuter avec des intentions pures, une morale claire et la certitude d'être du bon côté. Mais une longue vie au sein d'une réalité cruelle le change peu à peu de l'intérieur. L'exemple de Cooper Howard l'illustre parfaitement. Tu veux savoir comment j'étais avant la guerre? J'étais comme toi, un idiot. Quand la série nous montre son passé, on voit un personnage clairement positif. Un homme avec des convictions solides, une morale exemplaire et une vraie force intérieure. La liberté me tient à cœur. Je n'ai pas combattu pour ensuite vivre dans une cave sous la botte du président Badaskin. Oui. En survivant dans ce nouveau monde post-apocalyptique, alors qu'il doit sans cesse faire face à la violence, à la trahison et à la cruauté, sa morale commence à changer. Ici, on ne se contente pas de manger de la compote de pêche et de la marmelade. Parfois, il faut aussi manger ses camarades. Il lutte littéralement contre des monstres, il s'adapte, il apprend à survivre, et à un certain moment, il devient lui-même un monstre. Cooper est un homme qui a trop longtemps contemplé l'abîme, et l'abîme a commencé à le regarder en retour. C'est pourquoi, sachant tout cela, il dit à Lucy « Je suis toi, ma chérie. Attends simplement et tu verras. » Pour Nietzsche, la morale n'est pas une vérité éternelle, mais résulte des circonstances et de la volonté de puissance d'un groupe.
C'est précisément ce groupe qui déclare comme bien ce qui renforce sa position et préserve son ordre, et comme mal ce qui le menace. Mais si les conditions changent, la morale change aussi. Lucie croit en la bonté, la justice et l'entraide parce que dans son monde, ces valeurs fonctionnaient antiques. Mais la réalité te réécrit si tu vis trop longtemps selon ces règles. Quoi, tu comprends maintenant? Lucie répond à l'argument de Gouli dans un autre dialogue. Même si je deviens comme ça, je ne deviendrai pas toi. À ce moment-là, elle formule pour la première fois une position consciente. Ne pas laisser le monde te réécrire complètement. Et cela, en réalité, fait écho à bien des égards à notre propre réalité. Lorsque le monde semble devenu fou, que les règles habituelles ne fonctionnent plus et que la cruauté et le cynisme deviennent la norme, l'homme est confronté au même choix. Accepter cette réalité comme la seule possible et s'y adapter, ou essayer de préserver ses convictions, même si cela est inconfortable et désavantageux. Si l'on simplifie à l'extrême, toute la ligne philosophique de Fallout oscille entre deux visions du monde opposées, celle de Platon et celle de Nietzsche. Platon voit la réalité plus positivement. Il dit « Oui, tu vis parmi les ombres et tu te trompes, mais la vérité existe, il y a un monde authentique, et la tâche de l'homme est de sortir de la caverne, de surmonter les illusions, la douleur et de s'approcher progressivement de la vérité. » Dans cette logique, Lucie est un héros platonicien. Mais si Platon dit « Tu vois des ombres, mais il existe une vérité », Nietzsche répond « Es-tu sûr que la vérité ne deviendra pas pour toi un abîme ?» En réalité, les idées de Platon et Nietzsche ne résument pas tout ce que suggère le dialogue entre Lucie et Goule. Attends simplement évoque une analogie plus terre-à-terre, la banalité du passage à l'âge adulte, un sujet qui nous concerne tous. Si l'on regarde sous cet angle, le bunker n'est pas simplement un abri contre les radiations, mais une métaphore de la maison familiale, un espace où tout est déjà décidé pour toi, où il y a des règles, de la sécurité, des limites claires et le sentiment que le monde est globalement bien ordonné. Au début de la série, Lucie est une enfant qui vit dans un monde créé par son père. Il la protège non seulement physiquement, mais aussi moralement des questions difficiles, des compromis douteux, de la compréhension de la véritable nature du monde. Dans l'enfance, presque tous, nous avons ce qu'on appelle une morale en noir et blanc. Le monde se divise en bien et en mal, en juste et en faux. La justice doit fonctionner, le bien triompher. Si quelque chose ne va pas, c'est que quelqu'un a enfreint les règles. Puis, lorsqu'il s'agit de quitter le bunker ou simplement de vivre de façon autonome, la plupart pensent pour savoir parfaitement comment tout fonctionne dans la vie. Nous allons sauver l'Amérique. Et quand pensez-vous exactement nous rendre tous heureux? Mais la réalité est souvent tout autre. Elle est contradictoire, plus complexe et plus sale. Les bonnes actions ne sont pas toujours récompensées et les mauvaises ne sont pas toujours punies. Alors, comment cette règle d'or vit-elle maintenant dans ta tête? C'est alors que la vision manichéenne du monde commence à se fissurer. En psychologie, cette étape a été détaillée par Erik Erikson, un des principaux chercheurs du développement de la personnalité. Il disait que grandir, c'est une succession de crises d'identité. Chaque étape de la vie confronte une personne à un choix. Soit elle reconstruit sa vision d'elle-même et du monde, soit elle reste bloquée dans d'anciennes notions qui ne fonctionnent plus. Et l'une des crises d'âge les plus douloureuses, c'est justement la confrontation avec la réalité, qui ne correspond pas à ce qu'on t'a appris. Gould, dans ce sens, c'est un adulte qui a parcouru ce chemin jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rien qu'il a plus de 200 ans. Comparé à Lucie, il est littéralement un vieillard qui a quitté le bunker depuis longtemps. Il sait que le monde ne se divise pas entre le bien et le mal, mais entre les morts et les survivants. Et quand il dit à Lucie « tu es moi », attends juste un peu. Il sous-entend que grandir conduit inévitablement à la perte des illusions et de l'ancienne morale. Lucie, en sortant du bunker, fait face à la crise d'identité la plus difficile de sa vie, ce dont parlait également Erik Erikson. Elle traverse une véritable étape de maturation, lorsque ses anciennes conceptions d'elle-même et du monde cessent de fonctionner. Elle doit littéralement se reconstruire sans s'appuyer sur les règles de l'abri,
mais sous la pression des conditions extérieures. C'est justement sa manière de franchir cette étape qui décidera de ce qu'elle deviendra, une cynique des terres désolées comme Ghoul, ou quelqu'un de vraiment différent. Fallout paraît être une simple série tirée d'un jeu vidéo, mais elle recèle de nombreuses idées intéressantes si on y prête attention. Des concepts philosophiques de Platon et Nietzsche jusqu'au thème de la maturité et de la crise d'identité, selon Erikson. Si cette approche de l'univers Fallout vous plaît, retrouvez déjà sur la chaîne des analyses du Ghoul, de Maximus, ainsi que des vidéos sur la confrérie de l'Acier et Volt Egg. J'ai rassemblé toutes ces vidéos dans une seule playlist qui devrait apparaître maintenant sur votre écran, et je mettrai également le lien dans la description de la vidéo. En préparant cet épisode sur Lucy, je me suis aussi retrouvé face à un autre personnage majeur, son père, Hank McLean. Je terminerai le travail que vous avez commencé, puis, quand ce sera fait, vous me suppliez de vous aider. J'ai déjà des idées pour une analyse séparée de ce personnage, mais la sortie de cette vidéo dépendra en grande partie de votre activité. Si le sujet vous intéresse vraiment, vous savez quoi faire.